Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy souhaitait simplifier le millefeuille territorial, mais le Sénat ne lui a pas facilité la tâche. C'est avec une très courte majorité que le Sénat a finalement adopté cette nuit la réforme des collectivités territoriales, mais les sénateurs ont détricoté le texte en supprimant les deux mesures phares contre l'avis du gouvernement. Le Sénat a donc rétabli la clause de compétence générale pour les communes, les départements et les régions. Cette clause permet aux collectivités de s'emparer de domaines qui ne sont pas forcément de leur ressort. Le gouvernement souhaitait la supprimer pour les départements et les régions. Autre mesure phare du texte rejetée par les sénateurs, le mode d'élection des conseillers territoriaux. Ces conseillers remplaceront les conseillers généraux et régionaux à partir de 2014. Le gouvernement souhaitait les voir élire au scrutin uninominal à 2 tours, mais les centristes ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils exigeaient l'introduction d'une dose de proportionnelle. Leur vote a donc entraîné le rejet de cet article majeur. Le mode d'élection des conseillers territoriaux sera donc examiné dans un projet de loi ultérieur. C'est donc un texte profondément remanié qui a été voté par le Sénat. Tout de suite, direction l'hémicycle pour suivre les débats et le vote qui ont donc eu lieu cette nuit. Bien, nous reprenons nos travaux, mes chers collègues. Monsieur le Président de la Commission, si vous voulez bien nous faire rapport des travaux de la Commission. Oui, merci Monsieur le Président. La Commission a donc à examiner les 3 amendements déposés par le gouvernement. Et le premier A1 et a donné un avis favorable à cet amendement. Également sur le A2. Ah, ils n'ont pas été présentés, c'est vrai? Monsieur le Président. Et dans le rapport, alors, et bien entendu, et sur le troisième, vous savez que nous avions dit qu'il faut mieux différer la question des cumuls, parce qu'il nous avait paru notamment que pour les intercommunalités, 20 000 était un peu bas. À partir du moment où c'est 30 000, ça nous paraît beaucoup plus raisonnable, en disant d'ailleurs qu'il fallait faire attention à ce que ça n'évite pas des fusions de communautés. Parce que si on met le seuil trop bas, eh bien les présidents, vous pensez bien qu'ils ne fusionneront pas si en plus ils sont assurés de perdre un mandat. Il faut quand même veiller à ça, puisque quand même l'objectif du projet de loi est quand même de favoriser une carte des intercommunalités plus cohérente qu'elle n'est aujourd'hui. Donc là aussi, Monsieur le Président, et après les débats que nous avions eus, la Commission des lois a donné un avis favorable. Bien, avant que je demande au gouvernement de nous préciser ces amendements, M. Collin souhaitait faire un bref rappel au règlement, qui naturellement il fonde sur l'article 36. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, un bref rappel au règlement pour revenir, je vous promets très brièvement, sur le scrutin 258 et notamment sur le vote sur l'amendement 580, pour dire qu'effectivement, nous avons constaté, après avoir pris connaissance des résultats, que nous avions commis une erreur matérielle dans les consignes de vote qui nous étaient données. Je voulais simplement le préciser. Dont acte. Merci. Acte, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre Michel Mercier, l'amendement A1. Oui, merci Monsieur le Président. L'amendement A1 du gouvernement a pour objet de supprimer l'article 1er AA1. C'est en cohérence avec les dispositions qui ont été prises par le Sénat en supprimant l'article 35. Très bien. Alors, explication de vote. Monsieur Sueur et Madame la Présidente. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, donc nous assistons à l'opération consistant à essayer de sauver quelques morceaux de ruines au milieu d'un champ.
Mais, mes chers collègues, je m'exprime librement comme chacun d'entre vous. Et je pense que lorsque l'on assiste à notre séance et lorsque l'on assiste à nos débats depuis lundi dernier, eh bien, on a eu le temps de se faire quelque idée de l'état de ce texte. Mes chers collègues, il est très dommageable, il serait très dommageable de supprimer cet article comme nous le demande le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il ne vous a pas échappé que le Sénat a voté contre l'article 35, l'article 35 bis, 35 ter, 35 quater et 35 quinquies. C'est-à-dire, mes chers collègues, que le Sénat a décidé, à une large majorité d'ailleurs, de retirer du texte tout ce qui concerne les compétences. Parce qu'il est apparu à l'évidence que cela était très mal rédigé, créait beaucoup de contradictions, mettait les collectivités, nos concitoyens et les associations dans des situations inextricables. Bref, ce n'était pas du tout au point et il y avait de vives protestations. Donc nous avons retiré tout ce qui concerne les compétences. Or, le Sénat a aussi majoritairement décidé de réaffirmer la clause de compétence générale pour l'ensemble des collectivités. Nous avons dit lors du vote, et nous redisons, que nous ne sommes pas du tout fermés à ce que l'on puisse étudier la question des compétences et des prérogatives. D'ailleurs, il a été décidé qu'il y aurait une loi là-dessus. C'est bien ce qu'a décidé le Sénat. Mais en attendant, quelle sécurité, quelle garantie au milieu de cet océan d'incertitudes et de doutes dont nous font part quotidiennement les élus locaux que de réaffirmer ce beau principe de la compétence générale qui est en fait le principe de la libre administration des communes, départements, régions, le principe de leur autonomie, le principe de leurs droits et de leurs devoirs à l'initiative, enfin quelque chose qui tient debout et qui tient d'autant plus debout que l'article 35 et les autres n'existent plus, qu'il n'y a plus un mot sur les compétences. Alors, en retirant ces phrases, eh bien, messieurs les ministres, vous le demandez, mes chers collègues, vous prenez vos responsabilités, évidemment. C'est-à-dire que les élus des 36 700 communes de France, des départements et des régions verront qu'après avoir magnifié la clause de compétence générale dans son esprit et sa philosophie, dans une nuit du mois de juillet, après une demande de seconde délibération, après un débat sur les votes, de manière à ce que l'on essaie de restaurer un petit morceau de ce qui n'existe plus, eh bien, vous aurez au forceps rétabli la version antérieure, c'est-à-dire que pour le coup, il ne sera plus question de rien. Après tout, plus nous avançons, plus ce texte s'établit dans une sorte de néant à peine entrecoupé par quelques articles qui ne sont pas forcément tous inutiles. Mais enfin, vous voyez bien que pour ceux d'entre nous, et j'en suis, qui ont assisté à pratiquement toutes les lois de décentralisation et tous les débats depuis 1982, vraiment, jamais
et le dévouement de l'immense majorité des 550 000 élus locaux qu'il y a dans ce pays. Non, ils ne sont pas trop chers. Ils sont d'un grand dévouement, ils apportent beaucoup à la République, et si on les mettait en cause, ce ne serait pas bien. Et en même temps, voilà qu'aujourd'hui, vous voulez créer des conseils régionaux où il y aurait 200, 300 personnes, quelque chose de pléthorique. Comment expliquer que l'on veut faire des économies et qu'on va multiplier par 3 le nombre de conseils régionaux? Je voudrais dire le mot association, car les associations de ce pays sont très inquiètes de ce texte, et l'on pourrait développer. Mais c'est un vrai problème. Il y a 1 250 000 associations en France. Je voudrais dire le mot chômage et le mot emploi. J'ai l'impression d'un décalage terrible. En quoi les dispositions de ce texte vont permettre à nos collectivités d'être plus fortes pour la création d'emplois, pour accueillir les entreprises, pour le développement et pour la relance, et pour lutter contre le chômage? Voilà un sujet qu'il serait intéressant d'aborder. Voyez-vous, on a l'impression d'être sur une autre planète. Je voudrais dire le mot justice, parce que dans ce texte, il n'y a rien sur ce qui serait l'un des points essentiels du 3e acte de la décentralisation, à savoir la péréquation. Il y a trop d'injustices dans nos collectivités, dont souffrent des communes défavorisées dans le monde rural comme les communes de banlieue. Y a-t-il une seule mesure dans ce texte qui changera la vie dans les communes de banlieue ou dans les zones défavorisées ou parmi tous ces citoyens qui voudraient davantage croire en la politique? Et le dernier mot que je voulais employer, c'est le mot de confiance. Je redis, parce que pour nous c'est important, que lorsque l'on voit la manière dont ce texte a été débattu pendant 10 jours ici, et quand on voit la séance d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit de nature à réconcilier nos concitoyens avec la politique. C'est une grave question et il faudra un autre souffle, un autre idéal, quelque chose qui donne du sens pour la nouvelle étape de la liberté locale, de la décentralisation. Eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire et je crois que malheureusement, ce texte n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu. Monsieur le Président Nicolas About. Monsieur le Président, mes chers ministres, mes chers collègues, dès le début de notre discussion générale, notre groupe a indiqué que le texte transmis par l'Assemblée nationale ne nous convenait absolument pas. Unanimement, nous avons décidé donc de défendre 6 propositions importantes pour une réforme plus juste et plus ambitieuse. Premièrement, nous avons proposé un mode de scrutin mixte, alliant un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours et une dose de proportionnelle corrective. Nous continuons à penser que c'était la meilleure manière d'assurer la représentation des territoires et des populations tout en respectant mieux le pluralisme. Mais au terme de nos débats, aucun mode de scrutin n'est prévu dans ce texte, comme c'était d'ailleurs le cas en première lecture. Nous faisons aussi le constat qu'il n'y a pas au Sénat de majorité pour adopter un scrutin mixte. Alors nous allons explorer d'autres pistes. Mes chers collègues, cela doit nous pousser à continuer à dialoguer et à rechercher ensemble un mode de scrutin qui garantisse le mieux possible le respect des principes que nous avons tous soutenus en première lecture. Deuxièmement, nous tenions à ce que la répartition des conseillers territoriaux respecte l'équité régionale. Autrement dit, nous tenions à ce qu'au sein d'une région, chaque conseiller territorial représente un nombre d'habitants, mais pas seulement, représente aussi un territoire sensiblement identique. Là encore, nous pensons que le vote qui est intervenu ce soir ne signifie pas que le débat soit clos. Nous souhaitons que le dialogue se poursuive et qu'ensemble nous recherchions une répartition qui concilie véritablement la représentation démographique et la représentation territoriale. Troisièmement, nous tenions fermement à ce que les élections des conseillers territoriaux favorisent, comme le demande la Constitution, la parité. Quel que soit le mode de scrutin,
qui sera finalement retenu, le dispositif d'incitation financière graduée exigeant que nous avons proposé favorisera, nous le pensons, l'égal accès des hommes et des femmes au mandat de conseiller territorial. Quatrièmement, nous souhaitions donner un sens aux métropoles en réservant ce nouveau statut à quelques grandes agglomérations au rayonnement international. Le Sénat a finalement retenu le seuil de 500 000 habitants, en prévoyant que certaines communautés urbaines pourront également devenir des métropoles. Cette évolution ne nous semble pas assez ambitieuse. On aurait pu parfaitement imaginer de laisser le seuil suffisamment élevé et de retenir comme exception peut-être Strasbourg, compte tenu de sa situation tout à fait exceptionnelle au cœur de l'Europe. Mais enfin, l'élection des conseillers communautaires par fléchage et l'achèvement de la carte intercommunale constituent pour nous de vraies avancées prévues par ce projet de loi. Cette évolution doit aller de pair avec une modernisation des règles qui encadrent le cumul des mandats. Notre groupe a donc proposé d'intégrer à la liste des mandats dont le cumul est encadré dans les fonctions exécutives au sein des EPCI et d'en exclure le mandat de conseiller municipal. C'est une disposition pragmatique et moderne dont nous saluons l'adoption. Enfin, nous avons proposé que dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de ce projet de loi, une loi précise la répartition des compétences des régions et des départements, ainsi que les règles d'encadrement des cofinancements entre les collectivités territoriales. Nous nous félicitons que cet enjeu essentiel pour les élus locaux et les citoyens fasse l'objet d'un meilleur traitement dans un projet de loi distinct comme le gouvernement le prévoyait initialement. Sur l'ensemble de ce projet de loi, notre groupe a formulé des propositions pour une réforme plus juste et plus ambitieuse. Sur plusieurs points, nous avons exprimé des positions différentes de celles de nos collègues et partenaires de la majorité, mais les débats ont eu lieu entre nous. Ces débats sont normaux, ils sont sains, ils sont la manifestation d'un Parlement actif, exigeant, animé par la recherche de l'intérêt général et par la défense d'idées et de valeurs. Je tiens à remercier nos partenaires de l'UMP qui ont permis aussi de laisser passer les points que nous estimions tout à fait fondamentaux. Et sans leur soutien, nous avons bien conscience que, pour beaucoup de ces points, ils n'auraient pas été adoptés. Ensemble, nous avons profondément modifié le texte transmis par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, notre groupe estime que nos travaux ont permis de réelles avancées dans ce texte, même si la réflexion et le dialogue doivent se poursuivre sur des questions importantes. Parce qu'elle estime que ces avancées ne sont pas suffisantes, une partie de notre groupe, même si elle reconnaît ces avancées, s'abstiendra. Parce qu'elle a le sentiment d'avoir été entendue et d'avoir contribué à améliorer cette réforme, la majorité du groupe de l'Union centriste votera en faveur de l'adoption de ce texte. Ce vote favorable exprime notre volonté de poursuivre le dialogue, je le redis. Nous espérons que cette volonté est partagée et que le travail du Parlement se poursuivra jusqu'à ce que le Sénat, représentant pour moi constitutionnel des collectivités territoriales, et l'Assemblée nationale adoptent un texte commun. À défaut d'accord entre les deux assemblées, je ne pense pas que nous aurions réalisé un excellent travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur Moret. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, quelques mots en complément de ce que vient de dire notre président de groupe, pour vous dire qu'on a eu l'occasion, au cours de cette discussion, d'exprimer certains regrets par rapport à ce texte et surtout par rapport au fait qu'il ne répondait plus à la réforme ambitieuse qui nous avait été annoncée. Et tout ce qu'on a pu exprimer comme réserve portait sur ces points. Et je dois dire que quand je lis ou j'entends qu'en fait toutes nos remarques, nos réserves tiendraient au fait que le Sénat serait conservateur et s'opposerait à toute réforme, ça n'est en tout cas pas ce qui a pu motiver nos remarques et nos réserves au sein du groupe de l'Union centriste, où on a toujours été partisans d'une réforme importante et ambitieuse. Alors le président Abou l'a très bien exprimé. Je crois qu'on a obtenu au cours de cette discussion et de ces débats un certain nombre d'avancées qui sont tout à fait significatives.
Sur les compétences, on a obtenu effectivement qu'au lieu d'avoir ce texte dont chacun reconnaissait qu'il était un petit peu fourre-tout, on ait dans un délai d'1 an une loi qui règle la question des compétences et des financements. On n'a pas réglé le problème en votant cet amendement, mais au moins on a fait en sorte d'ouvrir un espace qui permettra d'arriver à une solution plus satisfaisante que ce qui nous était proposé. Sur le mode de scrutin, nous avons également fait en sorte que le mode de scrutin qui nous venait de l'Assemblée nationale et qui ne nous convenait pas soit repoussé. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré arriver à une solution où un mode de scrutin choisi par les sénateurs et répondant naturellement aux attentes du groupe centriste puisse être adopté. Moi, ce que j'ai observé dans ce débat, c'est que notamment les groupes de l'opposition qui régulièrement expriment leur attachement à la proportionnelle n'ont pas été sensibles au scrutin mixte que nous proposions et qui proposait pourtant une dose de proportionnelle. Et sur les 2 points que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les compétences et le mode de scrutin, force est de constater que non seulement c'est le groupe de l'Union centriste qui a obtenu des avancées, mais force est surtout de constater que l'honneur du Sénat a été restauré, puisque nous avions été les premiers à regretter que sur ces points, l'Assemblée nationale soit saisie en premier, alors que c'était au Sénat de l'être. D'autres points ont permis des avancées au cours de ce débat. La question du cumul. Nous avons obtenu ce soir une avancée. Ça n'est peut-être pas encore un texte tout à fait parfait. Ça n'est peut-être pas le grand soir que voudraient certains. Mais j'observe qu'une fois de plus, parce qu'on l'avait déjà observé en première lecture, nos collègues socialistes qui se réclament d'une position très stricte contre le cumul ont ce soir, comme ils l'avaient fait, je le répète, en première lecture, été plutôt hostiles à toute avancée en la matière, puisque toutes leurs interventions ont été pour rejeter cette avancée qui a été finalement obtenue ce soir. Sur la parité, nous avons également obtenu des avancées et donc finalement nous avons un texte qui, il faut bien le reconnaître, est meilleur que le texte que nous avions lorsqu'il est arrivé ici. Et je l'avais dit hier au président du groupe UMP, qui parfois semblait un petit peu agacé de nos positions, eh bien on a permis que le texte soit meilleur et on a permis finalement qu'il soit sans doute dans quelques instants adopté grâce à une grande partie des voix du groupe de l'Union centriste. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement la majorité du groupe de l'Union centriste va voter ce texte, mais que ça ne présage en rien du vote qui sera le nôtre lorsque le texte reviendra. Et notamment si c'est un texte qui arrive de la commission mixte paritaire. Si ce que nous avons obtenu ce soir, on ne le retrouve pas dans le texte, c'est clair que le vote que nous allons émettre ce soir sera différent. Et puis je voudrais, puisque le temps m'est vraiment compté, je voudrais m'élever ou en tout cas mettre en garde le gouvernement contre l'idée selon laquelle ce texte pourrait être voté en dernière lecture par l'Assemblée nationale. Certes, c'est un pouvoir constitutionnel que détient l'Assemblée nationale, mais je pense que ce serait un très mauvais signe envoyé aux élus locaux et aux collectivités locales que de dire qu'une réforme qui les concerne a été votée sans l'accord du Sénat. Ce serait perçu par tout le monde comme le signe que cette réforme n'est pas bonne. Et puis, tout dernier point dans les 16 secondes qui me restent, moi j'aimerais que ces débats et ces échanges que nous avons eus, ils nous servent de leçon pour que nous ayons un dialogue plus construit, plus fructueux avec nos partenaires de l'UMP et avec le gouvernement. Je crois que nous aurions évité beaucoup de tensions, beaucoup d'incidents de séance si on avait eu des pratiques plus régulières et meilleures en termes de dialogue entre nos groupes et avec le gouvernement. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, en m'excusant d'avoir pris 15 secondes de plus. Merci. La parole est maintenant à Madame Jacqueline Gourault. Vous l'avez sûrement compris, je vais m'exprimer au nom de ceux qui vont ce soir s'abstenir sur cette loi, et je dirais d'ailleurs que c'est conforme, en tout cas en ce qui me concerne, au vote que j'avais fait en première lecture où je m'étais déjà abstenue. Pourquoi sommes-nous arrivés à l'idée de l'abstention? La première chose, je crois, c'est que, et je l'ai dit à cette tribune plusieurs fois, nous avons fait, je crois, un très bon travail sur l'intercommunalité
et que ce travail très positif aurait mérité, je l'ai dit et redit, une loi distincte sur l'intercommunalité, comme c'était le cas quand le même ministre avait proposé, et on avait déjà commencé à travailler sur ce texte. En tant que vice-présidente de l'AMF, je ne peux que me satisfaire de cette partie du texte sur l'intercommunalité. Et je voudrais à ce moment aussi saluer mes collègues, messieurs Belot et Cratinger, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, et beaucoup d'autres sénateurs pendant des mois et des mois, Monsieur le Président, vous le savez, pour faire ce rapport. Et je crois qu'au moins sur l'intercommunalité, au moins sur ce chapitre, il y a beaucoup de choses qui ont été respectées. Et je voulais donc leur rendre hommage et rendre hommage à tous les sénateurs de quelque parti que ce soit, et quel groupe ce soit, qui ont travaillé avec nous. La deuxième raison, c'est parce que, là, les deux membres du groupe centriste, en particulier le président, a expliqué que plusieurs éléments ont été acquis au cours de cette lecture. Je ne reviendrai pas sur tout, je reviendrai simplement sur 2 points. La loi compétences, qui sera, je l'espère, respectée pour débattre sur les compétences. D'ailleurs, j'aurais aimé, et je le répète, commencer par cela, avant même que nous réformions la fiscalité locale. Je crois qu'il eût été intelligent de commencer par débattre des compétences avant de supprimer l'ATP. Et vous savez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui, sans clause de revoyure et en attente de discussion dans la loi de finances. Alors, bien sûr, à ce moment de la discussion, je parle aussi du mode de scrutin. J'ai entendu ce que mes collègues ont dit. Moi, je suis très attachée au mode de scrutin mixte. Je le dis et le redis. Et je dis à Gérard Longuet, qui n'est plus là, il est où? Gérard, il est là-bas, mais il ne m'entend pas. Je dis à Gérard Longuet, sur le mode de scrutin, il y a le fond et la forme. Quand même, je n'oublie pas cette méthode qui a été d'introduire en première lecture à l'Assemblée nationale un amendement du gouvernement alors que le texte concernant le mode électoral était dans une autre loi. Et ça, vraiment, je trouve que ce ne sont pas des méthodes et que ça n'est pas respecté, je dirais, les parlementaires et en particulier le Sénat que d'avoir fait ça. Donc, comme disaient mes collègues, nous avons obtenu des choses. Je voudrais dire aussi ici et remercier ceux qui, pour le mode de scrutin, et je dirais sur tous les bancs, nous ont accompagnés. L'UMP a été remerciée, mais moi je voudrais remercier aussi d'autres collègues, RDSE, socialistes et voire même communistes, qui ont, oui, c'est comme ça, qui ont fait en sorte, n'est-ce pas, de supprimer le mode de scrutin majoritaire à 2 tours. Bien, troisièmement, je m'abstiens aussi parce que troisièmement, j'ai une idée aussi, c'est, je pense que le texte va passer parce que j'ai vu tous les cartons se préparer, et comme le texte va passer, au moins j'y vois un avantage, n'est-ce pas? C'est qu'il sera discuté à l'Assemblée nationale. Car si le texte n'était pas passé au Sénat, c'était le texte de l'Assemblée nationale qui était repris. Donc là, au fond, c'est le texte issu du Sénat qui sera repris. Et donc, nous verrons vraiment si le président de la République, si l'exécutif va écouter le Sénat. Puisque là, nous reprenons une loi avec des choses qui ont disparu, des choses qui ont été ajoutées, et nous verrons si le Sénat est respecté. J'ai même une proposition à faire, très simple, très facile. Je pense que l'exécutif, la majorité, ferait un geste, et messieurs les ministres, je vous demande vraiment d'être attentifs à ça, si vous aviez l'élégance, au fond,
de ne pas remettre le mode de scrutin dans cette loi, mais de faire en sorte que le mode de scrutin soit discuté dans la loi 61, comme c'était prévu à l'origine. Ce serait vraiment un geste fait en direction du Sénat. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Je suis saisi d'une demande de scrutin public sur l'ensemble du texte. Il est demandé par le groupe socialiste. Je vais donc demander aux deux secrétaires et aux huissiers de préparer la votation. Madame Joissaint, Madame Assassi. Après une promotion de président hier. Bien. Il va être procédé donc au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Abstention, un bulletin rouge. Le scrutin est ouvert. Demande à voter. C'est bon? Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite Madame les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Bien, mes chers collègues, avant de donner les résultats du scrutin du numéro 259, je voudrais, en votre nom à tous, remercier la Commission des lois, extrêmement sollicitée pour
sur ce texte et sur bien d'autres textes. Remercier le gouvernement et remercier l'ensemble des sénateurs, mais l'ensemble de nos collaborateurs qui ont été tout au long de ce texte fortement sollicités, les personnels du Sénat. Je vais donc donner les résultats du scrutin numéro 259 sur l'ensemble du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Nombre de votants 340, nombre de suffrages exprimés 326. La majorité absolue des suffrages s'établit donc à 164. Pour l'adoption, 166 contre 160. Le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi. La réforme des collectivités territoriales, mais les sénateurs ont détricoté le texte en rejetant les deux mesures phares, la répartition des compétences entre les collectivités et le mode d'élection. L'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, a déclaré hier Nicolas Sarkozy. Le texte sera donc examiné en deuxième lecture par l'Assemblée à la rentrée. Cet après-midi à 15h, vous pourrez suivre en direct sur Public Sénat l'audition de Rémy Pfimelin. Rémy Pfimelin, c'est le candidat choisi par Nicolas Sarkozy pour succéder à Patrick de Carolis à la tête de France Télévisions. Très bonne journée.